Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bosque, je suis interne en médecine générale et je vais vous parler de l'hyperthyroïdie. À propos de la clinique d'un patient en hyperthyroïdie, donc il y aura des signes cardiovasculaires avec une tachycardie, voire une fibrillation atriale, un éréthisme cardiaque et une augmentation de la pression artérielle systolique, neuropsychologique avec un tremblement des extrémités à la manœuvre du serment, une labilité de l'humeur, voire une véritable agitation psychomotrice chez le sujet âgé, digestif avec une diarrhée motrice, une perte de poids malgré une conservation de l'appétit, généraux avec une asthénie, une thermophobie, une polydipsie, voire une hypersudation, et musculaire avec une amyotrophie prédominant en proximal avec le signe du tabouret. Au niveau biologique, on pourra retrouver une leuconeutropénie, mais les PNN seront toujours supérieurs à 1,5 gigalitre, une cytolyse avec une cholestase anictérique, une hyperglycémie, une hypocholestérolémie et une hypercalcémie avec hypercalciurie. Le diagnostic se fait donc sur cette clinique, associé à un dosage de la TSH seul en première intention. Si elle est diminuée, c'est d'origine périphérique comme dans la plupart des cas. Si elle est augmentée ou anormalement normale, il s'agit d'une rare résistance aux hormones thyroïdiennes ou d'un adénome thyréotrope. Puis en seconde intention, on sera dosé la T4 libre et la T3 libre, car il y a des hyperthyroïdies à T4 libre et des hyperthyroïdies à T3 libre, qui, augmentées ou dissociées, signeront une hyperthyroïdie patente, et normales signeront une hyperthyroïdie frustre. Nous allons commencer par les causes auto-immunes d'hyperthyroïdie. Donc tout d'abord la maladie de Basedow, qui représente la première cause d'hyperthyroïdie. Elle touche les femmes de 20 à 40 ans, aux antécédents de maladies auto-immunes. Elle évolue spontanément par poussée suivie de rémission. Les patients présentent donc une hyperthyroïdie avec un goitre inconstant, diffus, homogène, élastique, vasculaire, plus ou moins avec des manifestations oculaires, dont on reviendra plus tard dessus. Les TRAC, donc ce sont les anticorps stimulant le récepteur de la TSH, seront fortement positifs. L'échographie montrera un goitre hypoéchogène et très vascularisé au Doppler. La scintigraphie montrera une hyperfixation diffuse et homogène de l'isotope. Il y a 3 facteurs de risque principaux que sont le tabac, le passage en hypothyroïdie et l'irathérapie. Donc il faudra systématiquement soit les éradiquer, soit les éviter. Donc comme je vous l'ai dit, il peut exister des manifestations oculaires qui sont spécifiques de la maladie de Basedow, mais qui sont totalement inconstantes. Elles sont dues à une myosite orbitaire et une inflammation des tissus périoculaires et de la graisse rétro-orbitaire, et sont sans relation avec le degré de thyrotoxicose. Il peut s'agir d'une rétraction palvéprale et d'une asynergie, donc c'est le fameux signe de Von Graeff. Donc c'est quand le sujet regarde vers le bas, il y a un retard d'abaissement de la paupière supérieure par rapport au globe oculaire, de signes inflammatoires avec une hyperémie conjonctivale, larmoiement, picotement, photophobie, voire chémosis, d'une exophtalmie souvent bilatérale, réductible, axile, indolore et symétrique, d'un œdème des paupières, voire d'une diplopie. La collaboration d'un ophtalmo est donc indispensable pour la mesure de l'acuité visuelle, l'étude de la cornée, l'état de la papille, l'étude de l'oculomotricité et du champ visuel, et l'étude du tonus intraoculaire. Dans les formes très importantes d'exophtalmie, une IRM sera réalisée pour apprécier le degré de protrusion, l'hypertrophie des muscles et de la graisse rétro-orbitaire, voire l'éventuelle compression du nerf optique. Un petit aparté sur un signe pathognomonique de la maladie de Basedow, qui est le myxœdème prétibial. Donc c'est une dermatose infiltrante qui est rare, c'est à peu près 1 à 4% des Basedow, indurée, cireuse ou colorée, surtout sur la face antérieure des jambes, mais qui est possible sur le dos du pied, voire ailleurs, très exceptionnellement. Parmi les causes auto-immunes, il y a également la thyroïdite du postpartum, qui est donc une hyperthyroïdie transitoire avec scintigraphie blanche et hypoéchogénicité de la glande à l'échographie, suivie d'une hypothyroïdie transitoire, qui peut parfois être définitive, avec des anticorps anti-TPO positifs. Très rarement, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, une thyroïdite d'Hashimoto, dans sa phase initiale, peut donner une hyperthyroïdie ou ce qu'on appelle une hachitoxicose. Donc, ça sera quand même une clinique de Hashimoto au niveau de la thyroïde, avec un goitre irrégulier très ferme, un aspect hypoéchogène, hétérogène et pseudonodulaire à l'échographie, une fixation faible et hétérogène de l'isotope en scintigraphie, et une absence de TRAC avec des anti-TPO positifs.
Il y a également des causes nodulaires, parmi lesquelles l'adénome toxique, dû à la plupart du cas à une mutation somatique activatrice du récepteur de la TSH. Il s'agit de nodules uniques, tissulaires ou partiellement kystiques à l'échographie. La scintigraphie est nécessaire au diagnostic et elle montrera une hyperfixation du nodule, le reste du parenchyme étant hypofixant par rétrocontrôle. Il existe aussi parmi les causes nodulaires les goitres multinodulaires toxiques. L'hyperthyroïdie peut alors être déclenchée par un apport massif d'iode, examen avec produit de contraste iodé, médicaments. Il y a donc un goitre multinodulaire confirmé par l'échographie, qui est d'ailleurs très vascularisé. La scintigraphie montre une alternance de plages chaudes et froides. On parle d'une scintigraphie en damier. Il y a également les causes iatrogènes, parmi lesquelles figure l'excès d'iode, donc notamment dû aux produits de contraste iodé des scanners injectés et surtout à l'amiodarone, qui, je vous le rappelle, contient 75 mg d'iode par comprimé. Alors, deux mécanismes possibles. Le type 1, donc c'est une thyroïdite fonctionnelle, c'est dû à l'effet de l'apport brutal d'iode sur une pathologie thyroïdienne nodulaire préexistante. Donc la thyroïde est dystrophique et hypervascularisée à l'échographie et la scintigraphie montrera des plages de fixation au niveau des structures actives malgré la saturation. Dans le type 2, c'est une thyroïdite lésionnelle, donc la thyroïde est saine, mais c'est un effet toxique de l'iode sur les thyroïcytes qui va entraîner une lyse des cellules thyroïdiennes et donc une thyroïdite. Donc cliniquement la thyroïdie est normale, l'échographie montrera juste une hypoéchogénécité homogène et la scintigraphie sera blanche. Parmi les causes iatrogènes, il faut également se méfier de la prise d'hormones à but d'amaigrissement, donc ce sont des thyroïdites factices. Il faut y penser en cas de profession médicale ou paramédicale du patient. On notera une absence de dystrophie thyroïdienne, donc il n'y aura pas de goitre. La scintigraphie sera blanche et la thyroglobuline, qui est donc le marqueur de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, sera effondrée. Un petit aparté sur l'amiodarone. Donc il ne faut pas confondre hyperthyroïdie due à l'amiodarone et profil normal habituel sous ce traitement. Quand un patient est sous amiodarone, sa T4 libre sera élevée, mais la T3 libre et la TSH sera normale. Ça, c'est juste fait à une inhibition de la désodation de la T4 en T3. Parmi les autres causes, on pensera à la thyroïdite de Kervin, qui est une affection banale d'origine virale. Donc il y a un état inflammatoire initial dans un contexte grippal avec de la fièvre, une augmentation de la vitesse de sédimentation et de la CRP. Les patients présentent un goitre dur et surtout douloureux, et c'est ce qui fera penser au diagnostic. Il y a une phase initiale d'hyperthyroïdie par lyse des cellules, suivie d'une phase d'hypothyroïdie, puis une récupération assez longue en 2-3 mois. La scintigraphie est blanche, il y aura un aspect hypoéchogène à l'échographie et la thyroglobuline sera donc augmentée. Il y a également la thyrotoxicose aiguë gestationnelle qui représente tout de même 2% des grossesses, mais qui est de diagnostic difficile. Alors pourquoi ? Parce que ça se manifeste au premier trimestre par une nervosité excessive, une tachycardie et des vomissements dans les formes sévères, donc c'est assez difficile de le distinguer d'une grossesse normale. Là où il faudra y penser, c'est qu'il y aura une absence de prise de poids. Donc elle reste à distinguer d'une maladie de base d'eau car les TRAC seront négatifs. Nous allons aborder maintenant les traitements, donc on peut les classer en deux catégories, ceux qui sont non spécifiques, donc applicables à toutes les causes d'hyperthyroïdie, et ceux spécifiques selon la cause. Donc parmi les traitements non spécifiques, donc à mettre en place quelle que soit l'étiologie de l'hyperthyroïdie, il faut préconiser le repos, plus ou moins prescrire un arrêt de travail, des sédatifs avec des anxiolytiques type benzodiazépine, des bêta-bloquants, le plus connu étant le propanolol, la blocardil, qui inhibe modérément la conversion de la T4 en T3 de manière assez rapide, et bien évidemment une contraception efficace chez la femme jeune. Donc il y a ensuite les traitements spécifiques, parmi eux les antithyroïdiens de synthèse, donc 3 catégories, le carmimazole, le PTU, et le PTU d'ailleurs qui a un intérêt en cas de grossesse, puisque c'est le seul qui a été étudié, il faudra juste simplement diminuer les doses, et le BTU. Donc il y a plusieurs modes d'action assez compliqués, mais globalement ça bloque la thyroperoxydase. Il faut un délai de 10-15 jours à leur action, et cette action est juste purement suspensive. Il faut des doses d'attaque pendant 4 à 6 semaines, suivies de doses dégressives, adaptées en fonction de la clinique et de la biologie, le tout à peu près pendant 1 à 2 ans.
Ces traitements ne sont pas à entreprendre s'il y a une orbitopathie dysthyroïdienne patente non stabilisée. Et ça, c'est très important. Le traitement de l'orbitopathie est prioritaire au traitement de l'hyperthyroïdie en soi. Les effets secondaires sont multiples. Ça va de l'allergie cutanée au véritable syndrome de Lyell, à une élévation des enzymes hépatiques type hépatite, et surtout une neutropénie et surtout une agranulocytose brutale immunoallergique. La surveillance sous ce traitement se fait par le dosage de la T4 ou de la T3 en cas d'hyperthyroïdie à T3 à la 4e semaine. Une fois en euthyroïdie, on dose la T4 et la TSH tous les 3 à 4 mois pendant 1 an, puis la TSH de manière annuelle. Il faudra impérativement surveiller la NFS tous les 10 jours pendant les 2 premiers mois et avertir le patient de faire une NFS en urgence en cas de fièvre élevée ou d'angine. Il ne faudra pas passer à côté d'une agranulocytose qui peut être mortelle. Les corticoïdes sont utiles dans la thyroïdite de Kervin à dose de 1 à 2 mg kg, puis des doses dégressives sur 2-3 mois. Effectivement, un traitement trop court exposera à un risque de rechute. Ils ont montré également un intérêt dans la thyroïdite par excédiode de type 2. Il y a également la chirurgie avec la thyroïdectomie totale qui est parfois utile en cas de maladie de base d'eau s'il y a une rechute sous traitement médical, ce après obtention d'une euthyroïdie, et c'est très important. Il y a un risque de crise toxique post-opératoire mortelle. Il y a également un risque de lésion des parathyroïdites pouvant donner une hypocalcémie et des nerfs récurrents pouvant donner une dysphonie. Elle peut également être nécessaire en cas de goitre multinodulaire toxique. Là, la préparation médicale peut être courte et n'est pas obligatoire car il y a peu de risques de crise toxique. Parfois, une simple lobectomie sélective du côté de la lésion peut suffire, en cas notamment d'adénome toxique, pareil, plus ou moins après préparation médicale courte. Enfin, l'irathérapie ou la radiothérapie interne à l'iode 131 est administrée en général par voie orale et a pour but de détruire la thyroïde ou les zones hyperactives. Donc c'est un traitement simple, sans danger. Il faut quand même un délai de 1 à 2 mois qui est nécessaire à son action. Elle est contre-indiquée chez la femme enceinte, donc il faut bien faire des bêta-HCG avant l'administration et s'assurer de la contraception efficace pendant 6 mois, juste après la fin de cette cure. Je vous ai fait ici un petit tableau récapitulatif des traitements selon l'étiologie de l'hyperthyroïdie. Je n'ai pas précisé pour la thyroïdite du postpartum puisque ça dépend de si on est en hypo ou en hyperthyroïdie. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.